aujourd'hui. Il y a une grande classe de médicaments qui est aussi importante et qui s'appelle, en général, les neuropathies sensitivo-motrices ou Charcot-Marie-Tooth. Vous avez un autre groupe de maladies qui sont entre le nerf périphérique et le muscle. On a un point de jonction entre les deux qui s'appelle la plaque myoneurale. Là, toute l'information passe du nerf au muscle. Et si ça passe du nerf au muscle, il faut que ça soit bien organisé. Si ça ne fonctionne pas bien, on va parler de myasthénie. Myasthénie, ça veut dire de la faiblesse qui apparaît à mesure qu'on fait des mouvements. Et donc, on a des myasthénies qui sont congénitales et qui sont récessives, donc qui vont commencer plus tôt, vous allez voir, on va revoir ces définitions-là aussi tout à l'heure, ou plus tard dans l'adulte, et ça séropositif, ça veut dire que c'est des anticorps. On forme des anticorps, ça c'est pas génétique. Et la grande catégorie des dystrophies musculaires, donc les plus connues sont la dystrophie musculaire de Duchenne, la dystrophie myotonique, la dystrophie oculopharyngée. Et bon, il y en a qui commencent plus ou moins très jeunes, il y en a qui commencent après 50 ans. On a toutes sortes de façons d'avoir ce genre de maladie-là. Et si ça vous donne de la faiblesse au niveau des membres inférieurs, ça va vous donner des troubles de l'équilibre et de la marche aussi. Alors donc, on a dit, l'autre aspect qui est important de l'ataxie récessive. On a parlé des affections, on les a situées parmi les gens qui ont de la misère à marcher. Et là maintenant, on va regarder, on va dire, ouais, c'est bien beau ça, génétique, récessif, ça veut dire. Alors, c'est pas très compliqué. Il faut juste, pour bien comprendre, il y a quelques éléments qui sont importants. Quand on a une maladie dite dominante ou un gène dominant, ben, il y a un des deux parents qui a ce gène-là, il peut être plus ou moins atteint, mais il y a des signes de la maladie. Il a cette maladie-là, mais elle peut être différente de ce qui va arriver à ses enfants, mais il a la maladie. Donc, un des deux parents est atteint et il va donner la maladie à 50% de ses enfants, parce que là, on a toujours deux gènes. On a deux chromosomes pareils, un qui nous vient de notre mère, puis un qui nous vient de notre père. De nos 23 paires de chromosomes, là, il y en a toujours un qui vient de la mère et un qui vient du père. Alors, si on a celui du père, par exemple, qui est touché, alors à ce moment-là, il va vous donner soit le bon qui venait de sa mère, soit le mauvais qui venait de son père. Pas quelque chose. Alors à ce moment-là, vous avez 50% des chances d'avoir le gène qui est muté, qui est brisé, qui va donner la maladie. Récessif, ben, c'est plus complexe, ça. Ça, c'est simple à comprendre. Il y a un des deux parents qui l'a, puis il y a deux gènes. S'il donne le malade, l'enfant va l'avoir. S'il donne le bon, l'enfant n'aura pas la maladie. Donc, vous avez compris ça, c'est simple. Récessif, ben, ça, il faut y penser comme il faut, puis surtout pour les conséquences. Les deux parents sont non atteints. Ce sont des porteurs sains. Je sais, parce que je connais les gens qui sont ici, là, que pour la plupart d'entre vous, vous avez des maladies récessives parce que vos parents, ils ne l'avaient pas. Donc, s'ils l'ont donné à un ou plusieurs de leurs enfants, c'est qu'ils étaient porteurs d'un gène caché. Et ce gène-là ne leur donnait pas de maladie. Parce que comme on a, encore une fois, deux gènes pareils, lorsqu'on a une maladie dominante, on a la maladie, mais quand on a un gène récessif, le gène qui est bon va vous protéger toute votre vie de la maladie. Il va faire sa job, autrement dit. Donc, les parents ne sont pas atteints, ce sont des porteurs sains toute leur vie. Et cette maladie-là, les gènes dominants vont souvent commencer un peu plus tard dans la vie. Parce que vous savez, les gènes dominants, vous avez deux gènes, il y en a un qui est touché, puis l'autre n'est pas touché. Fait que pendant un certain temps, bien souvent, ça va fonctionner. Le gène qui n'est pas malade n'empêchera pas le gène malade
de fonctionner, mais dans la vie de tous les jours, ça ne paraîtra pas. Donc, on peut dire que dans les maladies dominantes, on peut commencer une maladie de 50 ans et plus. Pourquoi? Parce que votre bon gène il a fonctionné tout ce temps-là. Et si vous vivez jusqu'à 70 ans, ben là, vous allez avoir les effets d'une intoxication, ça va commencer à faire des problèmes au niveau des cellules. Mais donc, on parle ici des gens qui vivent, si vous mourrez d'un accident d'automobile à 49 ans, par exemple, vous n'aurez jamais on ne saura pas si vous aviez la maladie, parce qu'elle n'était pas encore déclarée. Et ici, ben, vous avez un début qui est beaucoup plus précoce parce qu'il n'y a pas de gène normal. Les deux gènes, celui du père, celui que votre père vous a donné, puis celui que votre mère vous a donné, sont mutés ou malades, toutes les deux. Donc, vous allez avoir la maladie. Et généralement, comme ces gènes-là produisent une substance, généralement une protéine, bien, cette protéine-là, étant donné que ici, vous avez un gène qui en produit tout le temps, là, vous avez deux gènes qui n'en produisent pas ou qui en produisent très peu. Donc, vous allez avoir une maladie qui va être beaucoup plus précoce habituellement. Et cette maladie-là va toucher 25% des enfants parce qu'il faut avoir le gène de son père qui est malade, le gène de sa mère qui est malade. Vous allez avoir 50% des enfants qui sont des porteurs sains comme leurs parents. Ils vont avoir reçu soit le gène malade de leur père, soit le gène malade de leur mère. Vous allez avoir des gens qui ont ni un ni l'autre des deux gènes malades, donc 25%. Donc, récessif, ça veut dire que les parents n'ont rien, 25% des enfants ont une chance, je veux dire, la malchance d'avoir la maladie, et 50% vont être comme leurs parents, des porteurs qui pourraient le donner à leurs enfants. C'est pour ça qu'une maladie récessive, ça se démontre avec ce qu'on appelle un effet fondateur, c'est-à-dire dans une population fermée comme Charlevoix, Port-Neuf, des choses comme ça, bien, ce qui va vous arriver dans une population comme ça, c'est que vous allez avoir beaucoup de gens qui sont des porteurs sains, puis un jour ou l'autre, ils vont marier quelqu'un qui est aussi porteur sain, puis ils vont avoir des enfants qui vont avoir la maladie. Ça s'appelle l'effet fondateur. Et il y a une affaire qui est plus complexe un petit peu, c'est le récessif, donc c'est la même chose, mais c'est sur le chromosome X. Le chromosome X, c'est le chromosome sexuel. Hein, et lorsque la mère est porteuse, et comme elle a 2 X, elle n'a pas la maladie, parce que c'est récessif. Hein, on a dit une maladie récessive si vous avez juste un gène. Alors, elle est porteuse, mais elle n'a pas la maladie. Mais les garçons, eux, qui n'ont qu'un seul chromosome X, si la mère leur donne son chromosome X malade, ils ont la dystrophie musculaire de Duchenne. Si la mère leur donne le bon chromosome, alors à ce moment-là, ils n'ont pas de maladie. Alors, donc ça veut dire qu'on va donc retrouver, comme pour les maladies récessives, un début précoce, puis ça va être chez 50% des garçons, parce que là, c'est pas 25%, puisqu'on a seulement un chromosome X. Nous, les hommes, vous, les femmes, vous en avez 2. Alors ça, c'est 2 éléments essentiels à comprendre, parce que si on veut identifier clairement nos ataxies, leur place dans la classification générale de ces maladies-là, ben, il faut revenir vous savez, des fois, là, il y a des slides qui n'étaient pas pour vous autres, mais j'ai recyclé des choses. Ici, en français, ici, là, on dit les dégénérescences spinocérébelleuses. Alors, ça veut dire des ataxies. La dégénérescence, ça veut dire une atteinte qui fait que ça marche mal. Spino, ça veut dire spinal, la moelle épinière, et cérébelleuse, ça veut dire le cervelet. Et ça, c'est une grande classe des maladies, comme on disait tout à l'heure. Et bien sûr, ça peut être héréditaire, mais ça peut être aussi causé par des problèmes, d'autres problèmes. Ça débute habituellement dans l'enfance ou l'adolescence, on appelle ça un début précoce. Après 25 ans, un début tardif. Et ça va se présenter soit par l'atteinte cérébelleuse dont on a parlé, c'est-à-dire la coordination des yeux, de la parole, des mains et des pieds. Et comme on marche, comme on est debout, nous autres, on n'est pas à 4 pattes, les animaux, ben, il faut corriger à toutes les fractions de seconde notre position, puis ça se fait par le cervelet. Quand
un problème à ce niveau-là, c'est plus difficile. Ou encore, on l'a dit tout à l'heure, ça peut se présenter par un syndrome au niveau de la moelle épinière, dans les paraparésies spastiques. Ça, c'est le neurone moteur qui descend directement du cerveau dans la moelle épinière. Puis, très souvent, on va avoir une combinaison entre ces deux éléments-là, une atteinte de la moelle et du neurone moteur et du cerveau. Alors, tout ça, c'est juste pour vous dire, c'est facile à comprendre. Pour les ataxies, il y a ces trois critères-là. Quand on les connaît, on comprend comment ça fonctionne. L'âge de début, c'est important, on l'a dit. La principale atteinte clinique cérébelleuse, motrice ou les deux. La transmission génétique, dominante ou récessive. Quand vous avez ce tableau-là, vous comprenez, hein, si vous avez quelqu'un qui débute très tôt avec une maladie, que les parents n'ont aucune maladie, vous allez avoir un problème récessif. Et sinon, vous avez des parents atteints, et il pourrait très bien arriver que vous ayez un ou l'autre, le bon ou le mauvais gène, mais vous ne saurez pas tout de suite si vous avez la maladie parce que ça peut prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans avant de se déclarer. Alors, d'où la règle de 3 qu'on peut appliquer à toutes nos ataxies héréditaires. Est-ce que le début est précoce ou tardif? Et, bon, en général, la maladie, dans les maladies génétiques, est plutôt progressive que stable. Si c'est stable, alors, comprenez qu'on peut avoir la même chose en se cassant la colonne vertébrale dans un accident d'auto ou en plongeant dans la piscine. Sauf que là, ça va être plutôt stable, ça ne sera pas progressif, mais ça va vous limiter quand même dans ce que vous êtes capable de faire. Alors, est-ce que les gens, dans la difficulté pour marcher, est-ce que c'est plus une difficulté comme quelqu'un qui est chaud, qui s'en va d'un bord puis de l'autre, ça c'est cérébelleux, ou c'est quelqu'un qui marche comme s'il y avait des bouts de bois dans ses pantalons? Ça, c'est spastique, c'est-à-dire que c'est le neurone moteur qui est impliqué le plus. Alors, souvent, quand la maladie est évoluée, on a les deux caractéristiques, et à ce moment-là, souvent, on envoyait anciennement le terme paraparésie spastique ou ataxie spastique compliquée, parce qu'on a les deux systèmes qui sont touchés. Et est-ce que la transmission, selon ce qu'on voit dans la famille, est récessive ou dominante? Alors ça, c'est l'autre élément qui nous sert à bien caractériser les maladies. Je vous montre juste ça. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Il y a, dans les années 1930, en Angleterre, c'est juste pour vous donner un exemple, Bell et Carmichael ont pris tous les gens qui avaient des ataxies, tous les gens qui avaient des ataxies, spastiques ou pas. Et ils ont regardé le type récessif ici, regardez, c'est très jeune. De 0 à 15 ans, tout le monde est situé ici, là. Hein? De 0 à 24 ans, là, et après ça, il n'y en a pratiquement pas. Alors que les ataxies récessives, les ataxies dominantes, regardez, jusqu'à 25 ans, là, il y en a beaucoup moins que dans ce groupe-là. Donc, les ataxies récessives débutent plus tôt que les ataxies dominantes. Fait que là, encore une fois, c'est juste pour vous donner un exemple de la prédominance cérébrale. Quand on parle donc des atteintes au niveau de la moelle et du cervelet, bon, on dit, est-ce qu'il y a une prédominance au niveau du cervelet? Est-ce qu'il y a une prédominance au niveau pyramidal? Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Puis on va regarder ensemble des exemples d'atteinte au niveau cérébelleux, l'ataxie de Friedreich, etc. Puis on va parler aussi ici d'ataxie spastique de Charlevoix, qui ressemble beaucoup aux paraparésies spastiques compliquées. Alors écoutez, moi j'ai été un gars chanceux, vous avez vu, là, je ne me suis jamais cassé une jambe, ils ne l'ont pas dit en tout cas dans ma présentation. Et j'ai rencontré très tôt dans ma carrière
un bonhomme absolument extraordinaire qui s'appelait le docteur André Barbeau. Certains d'entre vous ont entendu parler de lui. Il est décédé depuis plus que 25 ans maintenant. Mais moi, quand je suis revenu à Québec, j'ai été mis en contact presque tout de suite avec lui. Et pendant une douzaine d'années, moi, à Québec, Dr Lemieux à Sherbrooke, Dr Anderman à McGill, Dr Barbeau à l'Université de Montréal, on a mis en place une étude nationale sur les ataxies récessives. Et ça s'était fait nulle part. Il y avait une espèce de gars dont plusieurs ont entendu parler, qui s'appelait Claude Saint-Jean. Hein? Claude Saint-Jean qui, lui, courait partout, puis il voulait qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la recherche sur les ataxies. Le docteur Barbeau avait dit, écoute, trouve des fonds, puis on va en faire. Fait qu'il a fondé l'Association canadienne de l'ataxie de Friedreich, qui est maintenant l'Association des ataxies héréditaires. On a commencé en 1974 un projet de recherche à la grandeur de la province de Québec pour bien identifier les pathologies qu'on avait. Bon, c'est toujours bien complexe parce que il y a, comme vous voyez, les ataxies de Friedreich classiques, typiques, bien, ça c'est facile à reconnaître. On sait que comment ça évolue. La plupart du temps, c'est assez facile. Mais à certains endroits, il y avait des groupes qui étaient un peu différents. Et puis on a compris après ce que c'était. Hein? Dans le bout par exemple, de Matane et puis en Acadie, puis tout ça, c'est pas les mêmes gènes, là. C'est pas la même population, c'est pas les mêmes fondateurs pour les parents, là. Si vous n'avez pas les mêmes fondateurs, peut-être que vous allez avoir un gène qui est brisé quelque part ailleurs et donc il y a une mutation qui n'est pas la même. Et on s'est aperçu plus tard que c'était bien, tout ce monde-là, c'était bien des gens qui avaient des ataxies de Friedreich, plus ou moins classiques. Vous allez voir qu'on a fait à ce moment-là, on a trouvé plusieurs autres ataxies récessives dans ces groupes-là. Et puis, comme nous autres, on était à Québec, on a fait venir des gens qui avaient des ataxies, puis ils ne marchaient pas du tout comme les ataxies de Friedreich. Ils ne faisaient pas des petits pas de côté. Ils marchaient comme ça. Donc, on a dit, oh, c'est pas des Friedreich. Mais, tous ces gens-là, quand ils avaient été évalués, quand ils étaient plus jeunes, la plupart, on a dit, c'est des ataxies de Friedreich. Parce que on n'avait pas bien caractérisé encore les critères diagnostiques pour savoir qu'est-ce que c'était. Alors, donc, nous autres, vous voyez que très rapidement, là, on en a trouvé presque une centaine, et puis qu'on a fait les évaluations, et ça nous a permis, dès 1978, de décrire l'ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay. On l'avait trouvé, celle-là. Elle était assez caractéristique, assez facile à reconnaître pour qu'on puisse dire ça, c'est pas pareil comme l'ataxie de Friedreich. Les autres, c'est venu un petit peu plus tard. On a parlé tantôt là, des Charcot-Marie-Tooth, et puis des OPCA, puis alors, il y a toutes sortes d'autres maladies qui peuvent nous ressembler à aux ataxies récessives. La plupart, c'est parce qu'on s'en aperçoit rapidement, c'est des maladies dominantes, comme le Charcot-Marie-Tooth, comme les OPCA, c'est des maladies dominantes, ça ne commence pas en même temps, ça n'a pas la même allure, c'est pas la même séquence. Donc, on est capable de les reconnaître beaucoup plus facilement parce que ces études-là nous ont permis de bien caractériser ce qu'on voulait montrer. Et puis, on ne s'est pas limité au Québec, là. On est allé en collaboration avec des gens des États-Unis, de France, d'un peu partout en Europe et ailleurs. On a publié près de 150 résumés scientifiques qui nous ont fait avancer un petit peu là-dedans. On avait fait cette grande revue des cas qu'on avait au Québec
On était en collaboration avec beaucoup de gens, donc le docteur Anita Arden qui était à Queen Square à Londres. On collaborait avec eux autres. Et donc, on a participé à l'effort pour la localisation du gène de l'ataxie de Friedreich, etc. Et l'ataxie de Friedreich, avant ça, là, presque tous les autres types d'ataxies, on disait c'est des ataxies de Friedreich. On ne se posait pas d'autres questions, parce qu'on n'avait pas les moyens de les reconnaître. Alors, vous allez voir, avec le temps, nous, ici au Québec, on a pu identifier des familles où on trouve l'ataxie avec apraxie oculomotrice type 2, l'ataxie cérébelleuse de la Beauce, l'ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay et l'ataxie spastique de Portneuf. Alors, c'est ceux-là qu'on va surtout regarder ensemble aujourd'hui, juste pour vous donner une information sur les principales ataxies cérébelleuses qu'il y a au Québec. Alors, on a dit les ataxies cérébelleuses récessives précoces, c'est les plus fréquentes composantes proprioceptives, c'est-à-dire que comme on ne sent pas bien, comme le cervelet et le cerveau n'est pas bien renseigné sur, au point de vue sensitif, où sont les pieds et quoi faire avec, ben, on n'est pas capable de programmer le mouvement. Parce que si vous voulez, si vous me regardez, là, moi j'ai les yeux fermés. Puis si je veux aller me toucher le bout du nez, il faut que, avec les yeux fermés, sans le voir, mon cerveau sache exactement où est mon doigt pour pas que je me donne un bon coup de poing sur le nez. Hein? Fait qu'il va l'amener, puis rendu ici, il va faire ta. Il va, hey, je ne me donne pas de coup de poing sur le nez. Si c'est pas le cas, même avec les yeux ouverts, les gens qui ont l'ataxie de Friedreich, voilà, vous leur demandez de venir toucher le bout du doigt, puis le bout du nez, puis après, quand ils arrivent au bout du doigt, ils ne sont pas capables, mais quand ils arrivent au bout du nez, donc, on a donc ici un problème là, qui est dans l'information au petit computer qu'on a ici en arrière, qui est le cervelet. Hein? On dit toujours dans les ordinateurs, garbage in, garbage out. Si on met pas les bonnes informations, on n'a pas les bons résultats. Alors, c'est ça qui arrive dans les ataxies cérébelleuses. Alors, l'ataxie de Friedreich, c'est le phénotype le plus classique. C'est un début précoce, très précoce, pas dans la petite enfance. La plupart du temps, on ne s'en aperçoit pas beaucoup avant 8 ans. S'il y en a déjà un dans la famille, ben, ça va nous attirer l'attention plus facilement, mais souvent, ça ne paraît pas beaucoup avant 8-10 ans. Presque pour tout le monde, c'est toujours avant l'âge de 20 ans. Ça progresse. Donc, les cellules, si vous marchez bien à 3 ans, c'est parce que vous avez développé votre réseau de cellules au niveau du cervelet suffisamment pour avoir un bon équilibre. Mais tranquillement, pas vite, ces cellules-là vont perdre leur fonction parce qu'ils ne sont pas capables de transformer l'énergie en information nécessaire pour faire la coordination. Alors donc ici, on va avoir une maladie qui est progressive, c'est-à-dire que tranquillement, pas vite, ça va être pire. À 10 ans, le petit gars s'aperçoit qu'il n'est plus capable de courir. À 15 ans, il a de la misère à marcher. À 20 ans, peut-être qu'il va avoir un fauteuil roulant. Et au niveau des yeux, donc on a parlé des mouvements oculaires, on va souvent avoir des problèmes au niveau de la motricité oculaire, mais ça on s'en aperçoit pas. Les gens, alors c'est pour ça que dans les échelles qu'on utilise pour voir la progression des ataxies récessives, on a enlevé ça, le nystagmus, parce que ça ne donne rien. Les gens n'ont pas de symptômes, puis quand on l'a jeune, ça n'empire pas avec le temps, la plupart du temps. Donc en principe, on a des problèmes. Ça peut nous aider à faire le diagnostic, à voir qu'il y a un problème au niveau du cervelet, mais ça n'a pas d'importance clinique comme telle. Et puis là, ben, ça va aussi toucher la parole. Hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez de Claude Saint-Jean, il parlait comme ça. Alors, donc, la parole scandée, nous,
en harmonie, on fait des vocalises avec notre parole. Mais quand on a l'ataxie, on ne peut pas faire ça. Ça devient donc martelé et scandé. On peut avoir un peu de problème aussi à avaler, à tout sauter à l'occasion. Ça arrive assez souvent, mais c'est jamais important, comme dans d'autres maladies, comme la sclérose latérale amyotrophique, pour empêcher qu'on puisse s'alimenter. Et puis, comme ça commence très tôt, qui est une maladie qui commence tôt, avant l'adolescence, on va se retrouver avec souvent une colonne qui se développe tout croche, et ça va donner une scoliose, donc une courbure anormale au niveau de la colonne vertébrale et une déformation au niveau des pieds. Donc, c'est l'image clinique la plus simple et la plus véridique de l'ataxie spastique, de l'ataxie de Friedreich classique. On a localisé en 1988, c'était un des premiers gènes à être localisé sur le 9e chromosome. Et la protéine qui n'est pas faite en bonne quantité, c'est une protéine qui s'appelle la frataxine de Friedreich. Ataxie et Friedreich, comme vous avez, on a dit, on va l'appeler la frataxine. Alors cette protéine-là, on essaie par tous les moyens de corriger certaines choses dans le fonctionnement du gène qui peut éventuellement nous permettre de la remplacer au niveau des cellules du cervelet et de la moelle épinière. Il y a des études qui sont en cours pour faire ça. Je vous dis juste ici des comorbidités, on n'en parle pas souvent là-dedans, mais de temps en temps, parce que ici ça touche une petite bébite qui s'appelle les mitochondries, qui sont dans chacune de nos cellules et qui nous donnent de l'énergie, si on a besoin de beaucoup d'énergie au niveau du cervelet, vous avez compris que le cervelet, là, il est tout le temps en train de travailler très fort pour... Moi, si je reste debout, là, depuis une demi-heure, c'est parce que mon cervelet, il a travaillé tout ça là, sinon il va tomber à pleine face. Oui, vous êtes d'accord? Bon. Alors, le cœur aussi travaille tout le temps. Et donc, certaines des fibres musculaires au niveau du cœur vont manquer un peu d'énergie, on a un problème. On peut avoir, donc, pas chez tout le monde, mais chez au moins la moitié des gens, des anomalies au niveau du cœur et éventuellement un diabète. Alors, l'ataxie de Friedreich, juste pour rendre ça simple, là, il y en a quand même, il y a quand même plusieurs variantes. Et puis, les Acadiens, ou les Cajuns en Louisiane, ils ont une forme qui est beaucoup moins sévère. Parce que l'anomalie dans le gène est beaucoup moins importante. Il y a des répétitions qui sont moins importantes. Et donc, on va se trouver avec des gens qui, n'ayant pas commencé la maladie avant l'âge de 20 ans, la plupart du temps, n'auront pas de scoliose, n'auront pas de déformation, vont avoir beaucoup moins de problèmes, vont marcher plus longtemps, n'auront pas de cardiomyopathie. Et donc, si ça commence plus tard, bien sûr, vous avez fini votre croissance, puis c'est moins compliqué pour les malformations de la colonne, des pieds, etc. Alors, les Cajuns en Louisiane et les Acadiens au Nouveau-Brunswick ont exactement la même maladie. C'est le même gène, sur le même chromosome, et donc on dit allélique, c'est au même endroit, et c'est beaucoup moins sévère. Et puis, on a des gens qui, vous savez, c'est toujours la même chose en médecine, il y en a qu'on ne sait pas trop pourquoi, mais on a des gens qui commencent très tard, après 25 ans, rarement après 50 ans, mais ça s'est déjà vu. Des gens qui ont des problèmes au niveau de la marche et de l'équilibre, parce que ils ont vraisemblablement été capables de faire pendant assez longtemps un peu plus de frataxine, ce qui leur a permis de commencer tardivement à avoir la maladie. Alors ceux-là, très souvent, on voit qu'on a conservé, par exemple, dans l'ataxie de Friedreich, les gens n'ont pas de réflexe. Quand on tape avec un petit marteau, là, il n'a pas. Mais ici, ceux-là, par exemple, on dit, c'est des gens qui ont
une maladie qui ressemble à pas mal à l'ataxie de Friedreich, puis peut commencer un petit peu plus tard, mais pas beaucoup, mais qui ont des réflexes vifs. Puis ici, les autres commencent vraiment tardivement, puis ils vont souvent avoir des réflexes qui sont encore présents. Donc, on peut dire que c'est complexe, c'est une maladie génétique, hein, parce que chaque personne fait sa propre maladie, parce qu'il n'y en a pas un qui est vraiment, vraiment pareil, là. Parce que le gène n'est pas brisé nécessairement de la même façon, et ça va nous donner un tableau clinique individuel qui est différent, parce que les autres gènes, on a 30 000 gènes, hein, on n'a pas rien qu'un, là. Ça fait que si on en a 30 000, ça veut dire que les 29 999 et plus ou moins 1000, là, ben, ils ont quelque chose à dire dans le fonctionnement des cellules, les autres aussi. Puis peut-être que ça va faire la différence avec une maladie qui est plus sévère puis une maladie qui est moins sévère. Bon, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'ataxie de Friedreich, puis là, je passe bien vite là-dessus, parce que ça n'a aucune importance pour ce qu'on veut dire aujourd'hui. Mais il y en a, par exemple, où on voit une déficience en vitamine E, qu'on appelle la VED, un problème au niveau des lipoprotéines. Donc, on retrouve donc plusieurs maladies qui sont, allez voir, là, juste à voir comment ce qui évolue, on ne peut pas faire la différence avec le Friedreich pratiquement. Mais en faisant les tests, on s'aperçoit que c'est un autre gène. Donc on parlait des 29 999 plus ou moins 1000, là. Ben, vous voyez, ça c'en est, qui sont des gènes qui pourraient peut-être jouer un rôle de protection ou pour empirer la maladie à l'occasion. Ça aussi, c'est encore des pathologies qui sont différentes. Et il y a trois types d'attaques. On a dit que les gens avaient souvent des problèmes avec les mouvements oculaires, mais il y en a un qui est très particulier, c'est que l'apraxie oculomotrice, ça c'est quand on demande aux gens de regarder rapidement de côté, ils gèlent, ils sont pas capables. Et ça, c'est un mouvement qui est beaucoup plus complexe et qui implique d'autres régions au niveau du cervelet et du cerveau. Alors, on connaît une maladie extrêmement rare pour laquelle on a trouvé le gène déjà, qui s'appelle l'ataxie télangiectasie et qui donne ça. Mais surtout ici, ça c'est tellement rare que, écoutez, je pense que j'en ai vu un, moi, en 40 ans, là. Je dis, vous n'en verrez pas, vous autres. Ben, donc, ça veut dire que et c'est une maladie très sévère parce qu'on a des cancers, des infections fréquentes, et donc c'est une maladie très sévère. Mais les autres, celles dont je veux vous parler, c'est les apraxies oculomotrices de type 1 et 2, où on a des gens qui ont ce problème oculaire-là, et qui ressemblent pas mal à des ataxies de Friedreich. Mais si on peut mettre en évidence ça, on va y penser. On va penser à ce type d'ataxie-là. Alors ici, on a trouvé le gène et la protéine, mais bien sûr, il n'y a aucune de ces maladies-là pour laquelle on a encore un traitement prêt à aller sur le marché. Alors nous, pour l'apraxie oculomotrice type 2, ben, il faut que je vous raconte une histoire, c'est pas long. Il y avait un monsieur et une madame que j'ai très bien connus, ils étaient vivants à Cancan, et eux, ils avaient eu 27 enfants. Alors, quand on a 27 enfants, ça fait du monde. Et de ces 27 enfants-là, on a dit une maladie récessive, 25% des enfants ont la malchance d'être touchés. Alors, 20 par 4, il y avait 7 enfants qui présentaient une ataxie récessive, donc, qui débutait assez précocement, un peu comme l'ataxie de Friedreich, mais on voyait bien que ce n'était pas de l'ataxie de Friedreich, parce qu'il y avait une atrophie au niveau de leurs mains, il y avait une bonne neuropathie, il y avait même des mouvements involontaires, dyskinésie, c'est ça que ça veut dire. Et
mais on retrouvait chez eux aussi, donc à la résonance magnétique de l'atrophie cérébelleuse, etc. Puis là, en 1982 ou 3, là, quand on a décrit ça la première fois, cette famille-là, on ne savait pas ce que c'était. On a dit, c'est pas l'ataxie de Reich, mais on ne sait pas ce que c'est. Et tranquillement, pas vite, en 2005, il y a quelqu'un qui a trouvé un gène puis qui a décrit ça. Et sur ce chromosome-là, donc, on a dit la C-ataxine, la sénataxine, ça donne ce problème. Alors nous autres, on s'est dépêchés, puis on a trouvé des dizaines de familles au Québec où on avait une élévation d'une protéine qu'on n'a qu'à faire une prise de sang, puis si c'est élevé, on est pas mal sûr que c'est ça. Donc, on a, c'est une autre donc, des ataxies qu'on avait identifiées, mais qu'on ne pouvait pas vraiment, à ce moment-là, bien qualifier, puis on l'a fait un petit peu plus tard. L'autre ataxie récessive ici, ben là, ici, là, il y a quelqu'un qui va se lever ici et il va dire, vous êtes un maudit menteur. Vous avez dit que les cérébelleuses étaient précoces. C'est vrai, les ataxies récessives, cérébelleuses, actuellement, c'est plus précoce. Mais on a, au début des années 2000, avec un collègue qui faisait un stage avec moi, on a ressorti les dossiers de gens de la Beauce qui commençaient vers l'âge de 30 ans à avoir une ataxie purement cérébelleuse. Ça marchait un petit peu de travers. Et ça touchait beaucoup la parole aussi. Alors, on trouvait ça un peu particulier. Aucun problème moteur, pas de problème au niveau de la force, etc. Alors, on a dit, c'est probablement un nouveau gène. Donc, on a prélevé de nombreuses personnes dans ces familles-là, puis on a fait une recherche génétique. Et, écoutez, on avait tellement de monde, puis c'était tellement facile que ça a pris quelques semaines à localiser le gène. Avant ça, ça prenait quelques années, mais maintenant, c'est sûr que ça va plus vite. Alors, mais là, c'était quand même long parce que on pensait, nous autres, que comme tout ce monde-là venait de la Beauce, tout le monde avait la même pathologie, la même mutation, le même bris dans le chromosome, mais ce n'était pas du tout le cas. Et on a trouvé que c'est un des plus gros gènes connus chez l'humain, un immense gène avec des centaines de parties codantes. C'est ce gène de l'ataxie spastique, de l'ataxie cérébelleuse de la Beauce. Donc, ce gène-là, on l'a trouvé sur le chromosome 6, puis là, on est encore en train d'essayer d'avoir un laboratoire dans le monde qui est assez bien équipé pour être capable de nous faire des tests génétiques pas trop chers, parce que si vous avez un immense gène comme ça, et que vous avez de très nombreuses mutations, parce que plus un gène est gros, plus il va se briser à plusieurs endroits. Donc, si vous avez, ça pourrait nous coûter 5-6 000 ou 8-10 000 pour faire un test. On peut pas faire ça. Alors, on espère le plus rapidement possible. Mais par contre, évidemment, là, on n'a pas autant d'urgence qu'avec une maladie qui commence de bonne heure et qui est très sévère, comme l'ataxie de Friedreich ou la dystrophie musculaire de Duchenne. On ne se sent pas dans une grande urgence, c'est-à-dire, parce que là, nous, on a identifié le gène. On aimerait bien qu'on puisse dire aux gens, vous l'avez ou bien vous ne l'avez pas. Mais ici, ces gens-là ont une espérance de vie normale. Ils n'ont pas d'autres pathologies associées. Ça ne touche pas le cœur, ça ne donne pas le cancer, ça ne fait rien d'autre. Sauf qu'ils ont de la misère à marcher de plus en plus. À 50 ans, souvent, ils ont besoin d'une canne, d'un appui pour fonctionner. Alors, c'est ça. C'est l'ataxie de la Beauce, comme on l'a dit tout à l'heure. Le gène, c'est le CINE1. Et puis, on connaît la protéine, tout ça, mais on n'est pas capable de la tester encore dans les laboratoires commerciaux. Et au niveau de la recherche, c'est beaucoup. Okay. Alors, la dysarthrie, ça commence habituellement avec la parole.
on n'a pas de signe au niveau des yeux, on n'a pas de problème important au niveau de la motricité, de la force des membres inférieurs, et tout est normal. L'électro au niveau des muscles, c'est normal, sauf la résonance magnétique. Alors, quand vous voyez, maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui a de la misère un peu à marcher, qui vient de la Beauce, puis on dit, ben, on lui donne un petit papier, puis on dit, ben, allez donc passer une résonance magnétique pour voir le cervelet. Puis, même s'ils ont 25 ans ou s'ils ont 50 ans, le cervelet, il est toujours complètement atrophique. Alors, ça signe le diagnostic. Et donc, on peut faire le diagnostic avec l'histoire clinique et avec la résonance magnétique. Alors, les ataxies spastiques, je vous montre rapidement qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus. Donc, on a dit en 1978, on a trouvé l'ataxie spastique de Charlevoix. En 2000, on a trouvé le gène et la protéine, la saxine. Présentement, on vient d'avoir 2,5 millions des instituts de recherche en santé pour aller plus loin pour voir comment la saxine fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire pour éventuellement corriger ce problème-là. Donc, ça va très vite et très bien dans les études cliniques actuellement. Et on espère que d'ici 2 ou 3 ans, on aura une bonne connaissance du rôle et de peut-être comment supplémenter, comment utiliser d'autres protéines pour pouvoir peut-être mieux fonctionner le cervelet. Alors ici, donc une ataxie spastique, ben, ça veut dire qu'on a les jambes raides, qu'on a des signes d'atteinte des neurones moteurs plus grands que le cervelet. Et ça c'est au début, là, l'ataxie spastique, c'est surtout de la spasticité au membre inférieur. Les gens qui travaillent ici savent que, bien souvent, quand on commence cette symptomatologie-là, on pense que les jeunes ont une petite paralysie cérébrale, parce qu'ils sont raides comme les gens qui ont une paralysie cérébrale. Et donc, avec le temps, avec l'évolution du symptôme, du syndrome, on a plusieurs autres choses qui se présentent. En plus, donc, du syndrome spastique, on a l'atteinte cérébelleuse. Alors, quand on fait, encore une fois, la résonance magnétique, on voit qu'il y a un petit morceau qui manque. Je vais vous le montrer dans quelques instants. On a un trouble de la poursuite oculaire. On a un petit peu de difficulté à prononcer comme il faut. C'est surtout si on essaie de se dépêcher. Et on a plus de difficulté à avoir un mouvement bien ordonné au niveau des membres. Puis ça, ben, on ne s'en rend pas tellement compte, mais tranquillement, pas vite, après, et là, c'est assez curieux, parce que les deux premières choses, le neurone moteur, c'est dans l'enfance. Ça, c'est plus à l'adolescence que ça apparaît. Et ça, c'est plus après 25 ans qu'on voit apparaître des signes d'atteinte du nerf périphérique. Alors, ça nous donne des muscles qui sont un peu plus minces distalement, et on perd nos réflexes qui étaient avant un petit peu plus fréquents. Oh, là, je ne sais pas si vous voyez ça. Ça, c'est un signe, c'est la seule maladie au monde où on voit, voyez-vous les petites choses blanches ici, là? Ça, c'est quand on prend la lumière et on regarde dans le fond de votre œil. Là, vous avez déjà, peut-être que quelqu'un a fait ça, on prend notre lumière et on regarde dans le fond de l'œil, là, on voit la rétine. La rétine et les vaisseaux, ça, c'est la tête du nerf optique qui arrive, ça, c'est les vaisseaux. Puis ici, normalement, on ne voit pas ces petites fibres blanches-là. Alors, vous voyez ici, elles sont tellement importantes, c'est qu'on voit qu'ils font disparaître les vaisseaux. Et ça, c'est un signe clinique. Quand on connaît la maladie, ça, dès le début, on a reconnu ça, et puis on a dit aux gens, venez ici, quand on n'était pas sûr si c'était une ataxie de frétrage, on regarde le fond d'œil, puis ça nous donne un indice. Mais bien sûr, on peut aussi aller à la résonance magnétique, et là, on va voir qu'à cette partie-là du cerveau, on va avoir moins de fibres
sur le cervelet ici. Donc, on va avoir une atrophie, surtout de la partie supérieure du cervelet. Et ça, ben, quand on dit phénotype, on veut dire que le gène, c'est une chose. Le phénotype, ça veut dire qu'est-ce que le gène fait dans la personne globale. Et ici, ça nous donne le problème pyramidal qui apparaît très tôt dans la vie, cérébelleux à l'adolescence, la neuropathie. Donc, on pourrait appeler ça une ataxie spastique compliquée de plusieurs qui se passent une après l'autre. Alors ça, c'était pour vous montrer les publications qu'on a faites là-dessus. Et chose fantastique, quand nous autres, on a dit, ça nous étonnait qu'il n'y en ait pas ailleurs dans le monde. Alors tranquillement, pas vite, les gens en ont trouvé ailleurs dans le monde. En Tunisie, par exemple, Ben Hamida et Faisal Ntati ont travaillé là-dessus. Et après un petit bout de temps, ben, tout le monde en trouvait. Alors on a dit, l'ARSAC, c'est devenu global, c'est devenu mondial, puis il y en a partout, il y en a en Italie, il y en a au Japon, il y en a partout. Donc, on a trouvé, nous autres, parce qu'on avait une grande population, parce qu'on a fait des études programmées avec le docteur Barbeau, ça nous a donné l'occasion d'identifier cette maladie-là 30 ans avant les autres. Et tout récemment, les Hollandais ont cherché l'ataxie spastique, ils ne l'avaient pas cherché encore eux autres, puis ont trouvé que c'était la deuxième plus fréquente en Hollande après l'ataxie de Friedreich. Bon, ça veut dire qu'il y en a partout. Et pour finir, il y a une autre ataxie spastique qu'on a pu mettre en évidence. C'est beaucoup plus complexe, par contre. Ça vient plutôt de Port-Neuf. On ne sait pas trop quelle est la protéine qui est responsable. Et le gène, on sait qu'il est localisé là. Alors, ce qui est compliqué dans cette pathologie-là, c'est que ça peut commencer très tôt, ou plus tard. Et ça ne commence pas à 50 ans, là, mais ça a un grand span. Puis, oui, les parents ne l'ont pas, puis les gens l'ont, mais le phénotype est très variable. D'une famille à l'autre, ça peut être très, très variable. Ça peut être comme pour l'ataxie de Friedreich, de l'ataxie à la marche, des problèmes au niveau de la parole, comme l'ataxie spastique de Charlevoix, des jambes raides. Mais dans les cas plus sévères, qui commencent plus tôt, on a aussi des éléments très importants, des malformations au niveau de la colonne, des dystonies, le tonus qui fait qu'on a des mouvements qui sont rendus difficiles pour les mouvements fins, rapides, et des troubles cognitifs. Alors, quand on fait les mêmes examens qu'on avait faits au départ, on s'aperçoit que non, les nerfs périphériques sont corrects. Donc, c'est pas ça qui est atteint. On a une atrophie cérébelleuse au niveau de la résonance magnétique, mais les cas les plus sévères, ceux qui ont ces problèmes cognitifs, la scoliose, etc., ils ont aussi, à la résonance magnétique, une atrophie cérébrale, pas juste une atrophie cérébrale, et des lésions, comme on voit dans la sclérose en plaques, des lésions ou les leucodystrophies. C'est pour ça que c'est encore en train de se fixer, puis on en saura probablement un petit peu plus, mais on n'a pas là, encore ailleurs dans le monde qui ont été trouvés de ce symptôme-là. On peut avoir des ataxies acquises, bien sûr, si vous faites un accident vasculaire cérébral, une petite artère ou une petite veine qui se bouge dans votre cerveau, vous allez avoir un syndrome cérébelleux, mais ce n'est pas génétique. Alors, je vous montre juste ici, quand on veut suivre à quelqu'un qui a une pathologie, on essaie d'avoir un cadre qui nous permet de, chaque année, chaque fois qu'on se voit, d'être capable d'identifier comme il faut, et surtout de coter les principaux symptômes. Alors, dans les ataxies héréditaires, vous avez vu, on a dit, ça donne habituellement des problèmes au niveau de l'élocution. Alors, si c'est normal, on met 0, légère, modérée, sévère, on a de la difficulté à comprendre un mot, impossible à comprendre. Alors donc, on regarde la parole, on regarde les
mouvements coordonnés au niveau des membres supérieurs. Hein? Alors ici, les mouvements fins rapides alternés, on dit allez-y, le plus vite possible. Allez, 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 vite, 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 vite. Hein? On fait ça. Alors, on calcule, puis on met ici. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, si c'est impossible à faire. Et la dissymétrie, bien ça, c'est toucher son nez, toucher le doigt, toucher son nez, toucher le doigt. Puis si vous passez tout croche, bien, vous avez une cote ici aussi. Alors, donc, on a au niveau de la parole, au niveau des muscles de la tête, on évalue la parole. Au niveau des muscles des mains, on évalue ça. Puis au niveau des muscles et de la motricité des jambes, on garde la démarche et la station debout. On a dit, les ataxies, ce sont des troubles de l'équilibre et de la marche. Donc, on va être capable de coter selon ce que l'individu est capable de faire. Donc, on utilise ça depuis plusieurs années, même si ce n'est pas validé de façon scientifique. Depuis 2002, la plupart des ataxiques ont cette évaluation-là, et ce qui nous permet de voir l'évolution de la maladie de façon cotée, si on veut. C'est toujours plus intéressant de faire ça comme ça. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous autres, pour comprendre cette partie-là de la pathologie musculaire, neuromusculaire ou neurologique qui s'appelle les ataxies récessives. Et s'il y a des questions, ben, je suis là pour ça. Oui? J'ai déjà entendu, moi, à un moment donné, je ne sais plus si c'était au niveau neurologie ou avec un orthopédiste, mais j'ai entendu l'expression récessif à caractère dominant. Oh, ça va être une expression bien particulière parce que ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est opposé, complètement opposé. Ou votre gène se transmet de façon récessive, ou il fait de façon dominante. Ce qu'on voulait peut-être dire, vous savez, comme on l'a dit, les gènes récessifs, il y en a quand même qui s'expriment plus tardivement. Et ça fait plus penser à des maladies dominantes. Peut-être que il voulait expliquer ça comme ça, mais une maladie, c'est récessif, on a un gène qui est touché sur les 2 chromosomes qui nous ont été transmis par nos parents, ou c'est dominant, on a un gène qui est transmis, seulement sur un des chromosomes, par un de nos parents. C'est la transmission génétique, c'est ça. On voulait peut-être dire que c'est important. Tu sais, des fois, on dit que ça domine le tableau. Peut-être qu'on voulait dire que c'était plus important que quelque chose, mais au niveau de la transmission génétique, récessif et dominant, ça s'oppose. Parlez fort. La paraparésie, parésie, ça veut dire faiblesse. Para, ça veut dire des jambes. Alors, dans notre jargon neurologique, là, un paraparétique, c'est quelqu'un qui a les jambes raides, mais qui, normalement, si on dit, sinon, vous savez, quand on dit, quand les gens se fracturent la colonne, ou quelque chose comme ça, se fracturent la colonne, à ce moment-là, on dit, ils sont quadriplégiques ou paraplégiques. Alors, paraplégique, ça veut dire qu'on ne bouge plus des jambes, les quadriplégiques, mais dans les maladies récessives, ça existe peut-être très tardivement dans les maladies les plus avancées, mais habituellement, les jambes sont toujours beaucoup plus touchées. Vous avez vu, là, regardez, la moelle, là, entre le cou et le bas des reins, là, vous avez une moelle qui est oblongue. Alors, dans la pathologie qui va se faire au niveau de la moelle épinière, beaucoup plus importante dans la partie inférieure, et donc vos jambes sont beaucoup plus touchées. On parlait tantôt de paraplégie, les jambes, quadraplégie, c'est les quatre, mais il y a tétraplégie. Oui, on peut dire tétraplégie aussi. C'est la même chose. Tétra, ça veut dire 4. Parce que je pense que tétra, ça vient du grec, et puis le cadran, ça vient du latin. On aime toujours ça, nous autres, parler un peu des choses que les gens comprennent pas trop. Parler chinois. Là, en chinois, je ne sais pas. Avez-vous une question? Dans les années 70,
vous étiez à peu près 4, on voyait des chercheurs, il y avait 4 ou 5 ou 6 chercheurs avec le docteur Barbeau. Aujourd'hui, on peut dire de combien de personnes de l'équipe ou l'inventaire? Ben, vous savez, c'était une expérience, c'était une nouveauté. Alors, c'est sûr le docteur Barbeau a essayé d'avoir des gens qui étaient dans chacune des universités québécoises pour qu'on puisse couvrir le territoire. Aujourd'hui, c'est moins structuré. En fait, l'association des ataxies familiales subventionne encore des recherches, mais on n'a plus cette grande équipe-là. C'est quelque chose, ça, qui est pratiquement disparu à la fin des années 80, parce que quand on a trouvé le gène de l'ataxie de Friedreich en 88-89, donc là, on a pris ce modèle-là, puis chacun, dans son territoire, a fait ses études. Donc l'étude coopérative québécoise sur les ataxies, l'ataxie de Friedreich ou les ataxies récessives, ça a duré une douzaine d'années. Ça a été extraordinairement fécond. On a fait avancer, en fait, partout dans le monde, les études sur les ataxies héréditaires et surtout les ataxies récessives. Parce qu'un coup, le gène est identifié, que la protéine est identifiée, on cherche quoi après? Ah ben, on cherche comment est-ce qu'on va faire pour rétablir le fonctionnement normal des cellules. Et des fois, les cellules, ben, après un bout de temps, il y en a beaucoup qui sont disparues, qui sont atrophiques. Alors, comment faire pour redonner la fonction? Ça, c'est un gros problème. Vous savez, il n'y a pas encore, actuellement, là, il n'y a pas encore de dystrophie musculaire, de neuropathie. On a parlé de dystrophie musculaire, neuropathie, les paraparésies spastiques familiales, ces choses-là, les ataxies héréditaires. Il n'y a pas encore de traitement pour aucune des maladies génétiques. Il y a quelques traitements avec les maladies de surcharge, là, comme par exemple dans la maladie de Pompe, lorsque vous avez des dépôts qui se font dans les cellules. Il commence à avoir des traitements de ce côté-là, mais donc, c'est pas plus en retard là, dans les ataxies que c'est dans les autres types de maladies héréditaires, parce que c'est extrêmement complexe. On pensait comme vous, là, que ça serait bien facile. Tu identifies la maladie, tu identifies le gène, puis tu vas aller chercher la protéine, tu vas pouvoir la remplacer. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, il n'y a pas, les dernières avancées, on peut toutefois, il n'y a pas énormément. Ça avance à très Ah oui, il y a énormément de recherches. Par exemple, dans l'ataxie de Friedreich, il y a de la recherche qui se fait ici au Québec, mais il y a de la recherche qui est surtout avec le docteur Pandolfo, qui était un de ceux qui a identifié le gène, qui est rendu à Bruxelles. Puis dans les autres ataxies, par exemple, à Strasbourg, il y a un très gros groupe de recherche sur les ataxies. C'est eux qui ont identifié, par exemple, les ataxies avec apraxie coulomotrice. Un peu partout dans le monde, c'est sûr que nous, on va continuer à faire la recherche sur l'ataxie spastique de Charlevoix, là. Parce qu'ailleurs, il y en a. Ça, il y en a dans 25 pays. Sauf qu'il y en a 3-4 cas comparé à nous autres avec 200-300 personnes. C'est pour ça qu'actuellement, il se fait des recherches sur le gène, sur la façon qu'on pourrait peut-être éventuellement corriger ses effets. Et avec le docteur Jean-Mathieu Chicoutimi, ben, on essaie de bien établir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour suivre des essais cliniques éventuellement. Bon, ben ça a l'air que c'est terminé. Oui.